Bonjour à tous. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui des maladies associées aux anticorps anti-MOG parce que c'est une nouvelle entité qui date d'il y a quelques années en arrière et vous aurez peut-être l'occasion de suivre des patients avec ces maladies. Donc ce ciel étoilé ici représente les maladies inflammatoires démyélisantes du système nerveux central. Et la majorité de ces étoiles sont une sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques est la maladie démyélisante du système nerveux central, de loin la plus fréquente. Mais en fait, dès les premières descriptions de ces maladies, on s'est rendu compte qu'il y avait des phénotypes un peu atypiques. Mais pendant longtemps, il a été difficile de délimiter finalement ces phénotypes atypiques. On sait déjà depuis le XIXe siècle qu'il y a des pathologies inflammatoires démyélisantes qui sont caractérisées par une atteinte vraiment extensive de la moelle et une atteinte bilatérale des nerfs optiques, ce qui est vraiment très atypique pour une sclérose en plaques. Et déjà à l'époque, on appelait ça la neuromyélite optique, mais on pensait qu'il s'agissait d'une variante de la sclérose en plaques. Donc ces différents phénotypes un peu atypiques, on peut les voir finalement comme des constellations dans ce ciel étoilé. Et puis, c'est finalement au début des années 2000 que chez des patients qui ont une neuromyélite optique, on a mis en évidence des auto-anticorps contre une protéine astrocytaire, la protéine aquaporine 4, donc dans le sérum. Et ça a permis vraiment, d'une part, de délimiter ce phénotype atypique, et puis aussi d'inclure des phénotypes un peu plus frustes qu'on n'aurait pas forcément inclus dans cette constellation si on n'avait pas retrouvé justement chez eux aussi ces auto-anticorps. Et puis, ces auto-anticorps ont aussi permis de démontrer que la physiopathologie de la neuromyélite optique, de ce spectre de maladies de la neuromyélite optique, était différente de la physiopathologie de la sclérose en plaques, puisqu'on a pu montrer que ces auto-anticorps sont pathogéniques. Quand on les injecte dans la souris, ils récapitulent finalement une pathologie très similaire à la pathologie humaine. Et plus récemment, on va dire dans ces 5-6 dernières années, on a identifié un nouveau groupe de pathologies phénotypiquement apparentées, les maladies associées aux anticorps MOG, et c'est là la découverte, la détection dans le sérum de ces patients d'un anticorps cette fois dirigé contre une protéine oligodendrocytaire, la protéine MOG. C'est grâce à ce biomarqueur finalement qu'on a pu grouper et délimiter cette nouvelle constellation dont je voudrais parler aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a encore des phénotypes atypiques pour lesquels on n'a pas pu trouver finalement de biomarqueurs communs. Peut-être ça sera le cas dans le futur. Voilà, je voudrais commencer cette présentation par vous parler d'une patiente qui a été hospitalisée relativement récemment au HUG, une patiente de 29 ans, en bonne santé habituelle, qui ne prend pas de médicaments, une anamnèse familiale sans particularité et qui a fait des études universitaires, donc une jeune femme un peu sans histoire, qui se présente avec une baisse de l'acuité visuelle bilatérale rapidement progressive sur quelques jours, plus marquée à gauche, des céphalées rétro-orbitaires qui sont majorées à la mobilisation oculaire et puis un état fébrile fluctuant. À l'examen clinique, on retrouve une papillite bilatérale au fond d'œil, plus marquée à gauche qu'à droite, donc une inflammation de la tête du nerf optique, des scotomes centraux bilatéraux et puis un syndrome cérébelleux cinétique gauche dont elle ne s'était pas plainte. À l'IRM, on retrouve sur les séquences STIR frontales une hyperintensité du nerf optique gauche et puis dans une moindre mesure à droite qu'on ne voit pas sur cette coupe. Et puis au niveau du flair, des lésions en hyperintensité qui sont un peu floconneuses, un peu mal définies au niveau du mésencéphale et des pédoncules cérébelleux bilatéralement. La sémiologie radiologique de ces lésions est très suggestive d'une origine démyélinisante. On examine son liquide céphalorachidien, on retrouve une pléocytose lymphomonocytaire, une hyperprotéinorachie, une synthèse intratécale d'immunoglobuline. Les PCR et les cultures seront négatifs par la suite, donc ça nous oriente vraiment vers une problématique inflammatoire plutôt qu'infectieuse. Au niveau du sang, il n'y a pas de syndrome inflammatoire et les sérologies infectieuses seront également négatives. Donc, on émet l'hypothèse d'une maladie inflammatoire démyélisante du système nerveux central.
Est-ce que c'est une sclérose en plaques? Comme on l'a vu, c'est de loin la maladie inflammatoire démisante du système nerveux central la plus fréquente, mais il y a des sérieuses atypies déjà cliniquement, l'état fébrile, l'atteinte concomitante des deux nerfs optiques. Au niveau de l'IRM, la sémiologie n'est aussi pas typique pour une sclérose en plaques. Les critères radiologiques sont extrêmement codifiés pour cette maladie. Donc on n'y croit pas trop. On se pose la question d'une neuromyélite optique à anticorps aquaporine 4. Souvent même, cette pathologie n'est pas initialement caractérisée par l'atteinte concomitante des nerfs optiques et de la moelle épinière, mais l'atteinte par contre concomitante des nerfs optiques est atypique pour cette entité, et puis les anticorps sont négatifs dans le sérum. Et donc on se pose la question d'une maladie associée aux anticorps anti-MOG, justement cette entité nouvelle. Donc qu'est-ce que c'est que cette protéine MOG? Alors en fait, il s'agit d'une glycoprotéine membranaire qui est exprimée exclusivement par les oligodendrocytes. Donc vous vous souvenez que les oligodendrocytes, ce sont ces cellules du système nerveux central dont le cytoplasme entoure l'axone, formant ainsi la gaine de myéline. Et la glycoprotéine MOG est exprimée sur le feuillet le plus externe de la gaine de myéline. On recherche des auto-anticorps contre cette protéine avec un test de laboratoire extrêmement précis. Celui-là et pas d'autre, on va peut-être y revenir un peu plus tard. Il s'agit d'un test basé sur une lignée cellulaire. Ces cellules sont transfectées avec le gène qui code pour la protéine MOG, qui est donc exprimée par la cellule dans la membrane lipidique de la cellule. On incube ces cellules avec le sérum du patient ou de la patiente, et si la patiente a des anticorps, ces anticorps vont se lier donc à cette protéine dans sa forme native, et ça c'est extrêmement important, dans la membrane cellulaire. Puis ensuite, on va venir avec un deuxième anticorps qui est fluorescent, qui va reconnaître la portion FC de l'auto-anticorps de la patiente. Et puis ensuite, on va lire le signal sous forme de fluorescence. Donc cet auto-anticorps est fluorescent, soit par microscopie, soit par fax. Chez cette patiente, ces anticorps étaient extrêmement élevés. Donc que sont ces maladies associées aux anticorps anti-MOG? Donc déjà, c'est une maladie rare. La prévalence est d'à peu près 1 à 4 sur 100 000, 80 fois moins fréquent que la sclérose en plaques. La description est très récente, surtout en lien avec une meilleure compréhension justement de ces anticorps anti-MOG et puis le développement d'essais, de tests cliniques très spécifiques pour détecter les anticorps reconnaissant la forme native de la protéine. Il s'agit d'une maladie inflammatoire démyélisante du système nerveux central, comme on l'a vu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une maladie qui peut toucher aussi bien l'enfant que l'adulte, et que la présentation clinique initiale dépend de l'âge. Quand on diagnostique la maladie chez l'adulte, c'est généralement dans la 4e décennie, donc c'est similaire à la sclérose en plaques. C'est une maladie qui est généralement récurrente, donc le patient ou la patiente va faire plusieurs poussées, plus rarement monophasique, et quand elle est monophasique, c'est généralement chez l'enfant. Donc je ne vous ai en fait pas tout dit au sujet de cette patiente, parce qu'elle a un antécédent qui va nous intéresser beaucoup. À l'âge de 9 ans, donc 20 ans avant qu'elle se présente avec la problématique visuelle. Elle a eu un épisode d'encéphalopathie aiguë avec un état fébrile, vomissement, crise d'épilepsie, puis une diplopie sur atteinte du 6e nerf crânien. Donc un tableau clinique extrêmement bruyant pour lequel elle a été hospitalisée. Le diagnostic retenu à ce moment-là était celui d'ADEM, Acute Demyelinating Encephalomyelitis. Et on lui a donné du Solu-Médrol pendant 5 jours, puis des doses dégressives de prednisone, et elle a extrêmement bien répondu. Aucune séquelle neurologique, et puis je vous rappelle, elle a pu avoir une scolarité tout à fait normale, faire des études supérieures. Donc, je voudrais revenir juste un instant sur l'ADEM, qui est donc vraiment, en fait cette patiente a présenté vraiment une ADEM extrêmement typique. Donc c'est un épisode de démyélisation multifocale du système nerveux central qui est accompagné de signes généraux, céphalée, fièvre, encéphalopathie, crise d'épilepsie, et aussi donc des signes focaux en lien avec la localisation de ces lésions démyélisantes. C'est une maladie essentiellement pédiatrique et très rare chez l'adulte. Et puis elle survient souvent dans les suites d'une infection virale systémique ou d'une vaccination, en particulier le ROR.
Typiquement, comme chez notre patiente, la réponse au traitement corticoïde est spectaculaire. Et c'est une pathologie monophasique qui est rarement récurrente, mais on le sait maintenant, on ne le savait pas il y a 20 ans, ça peut être la première manifestation clinique d'une maladie récurrente, par exemple, justement une maladie associée aux anticorps anti-MOG ou une sclérose en plaques. Ça, c'est l'IRM de notre patiente à l'âge de 9 ans, en 2000, et on voit ici en flair ces hyperintensités au niveau du mésencéphale qui respectent le noyau rouge, aussi au niveau bithalamique. Il y a d'autres lésions aussi supratentorielles qu'on ne voit pas sur ces coupes, donc c'est vraiment de nouveau cette caractéristique démyélinisante, un peu floconneuse comme ça, et surtout multifocale, qui caractérise l'ADEME. Donc revenons maintenant aux maladies associées aux anticorps anti-MOG. La présentation clinique va vraiment dépendre de l'âge. Et ça, c'est justement intéressant chez cette jeune patiente, parce qu'à l'âge de 9 ans, elle a présenté une ADEME qui, à l'époque, a été interprétée comme une ADEME monophasique, parce qu'on ne connaissait pas encore justement cette nouvelle entité. Et l'ADEME est effectivement la manifestation clinique la plus fréquente des maladies associées aux anticorps anti-MOG chez l'enfant. On sait maintenant, ce qu'on ne savait pas non plus il y a 20 ans, c'est que 60% des enfants avec une ADEME ont des anticorps anti-MOG. Donc une grande proportion, et que le risque de récurrence d'un épisode démyélinisant est plus élevé chez les enfants qui ont des anticorps anti-MOG que ceux qui n'en ont pas. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont des anti-MOG vont rentrer dans une maladie neurologique démyélinisante récurrente, mais la proportion est plus élevée. Et puis, sur ce schéma ici, on voit donc l'ensemble des patients avec une maladie anticorps anti-MOG. On voit que chez l'enfant, la présentation clinique la plus fréquente, c'est l'ADEME, que ça décline rapidement avec l'âge, et ça laisse place chez l'adulte à un phénotype différent, essentiellement optico-spinal. Donc, justement, chez l'adulte, comme chez notre patiente 20 ans plus tard, une des présentations très typiques, c'est la névrite optique. Quand elle est unilatérale, la question du diagnostic différentiel avec la sclérose en plaques se pose parce que, comme vous le savez, la sclérose en plaques se manifeste très souvent par une névrite optique, mais la qualité de la névrite optique est un petit peu différente. Dans les anticorps associés aux anti-MOG, on a cette inflammation de la tête du nerf optique avec une papille qu'on ne retrouve classiquement pas dans la sclérose en plaques. Chez l'adulte, de nouveau, une des manifestations cliniques des maladies associées aux anticorps anti-MOG, c'est la névrite optique bilatérale et la myélite longitudinale extensive, deux manifestations cliniques aussi très typiques de la neuromyélite optique à anticorps anti-aquaporine 4. Donc ici, le diagnostic différentiel va être essentiellement avec l'ANMO. Donc, comment est-ce qu'on va diagnostiquer une maladie associée aux anticorps anti-MOG ? Bon, tout d'abord, c'est un syndrome clinique suggestif, on l'a vu, quelque chose qui évoque une pathologie démyélinisante du système nerveux central, des lésions compatibles à l'IRM et puis des anticorps anti-MOG dans le sérum. Mais je répète, c'est vraiment important d'utiliser des tests qui vont rechercher les anticorps qui reconnaissent la forme native de la protéine MOG. Donc on ne peut pas utiliser des ELISA ou des immunoassays. Sur le plan pathologique, alors cette étude récente a examiné plus de 20 biopsies, parce qu'il faut savoir que ces patients, on les biopsie parfois, parce que ces lésions peuvent poser le diagnostic différentiel d'une lésion tumorale. Et il y a, donc c'est quand même une étude internationale pour avoir une casuistique suffisamment importante. Et ils ont examiné aussi 2 cas d'autopsie chez des patients qui sont décédés dans le contexte d'une ADEME. Donc le décours clinique peut quand même être sévère. On voit dans ces biopsies et ces autopsies des régions de démyélinisation, ici en rose, qui ne prennent pas la coloration de la myéline, qui sont centrées autour de vénules. Et on voit aussi autour de ces vénules un infiltrat essentiellement de macrophages et microglies activés. On voit aussi dans les régions qui sont démyélinisées un dépôt de compléments activés. Et on sait justement que ces auto-anticorps isotype IgG1 sont capables d'activer le complément. Et donc c'est peut-être un argument pour dire que ces auto-anticorps anti-MOG ont un rôle vraiment dans la physiopathologie.
même si ce n'est pas encore défini. Il y a un infiltrat également de cellules T et dans une moindre mesure de cellules B. Donc, on se pose toujours la question de savoir si ces anticorps anti-MOG ont vraiment un rôle dans la physiopathologie ou est-ce que ce sont juste, entre guillemets, des biomarqueurs un peu inertes. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la pathogénicité des auto-anticorps anti-MOG n'est pas prouvée, contrairement à celle des anticorps anti-aquaporine 4, pour lesquels il y a des modèles murins qui montrent vraiment que ces auto-anticorps sont suffisants pour générer la maladie. La difficulté avec les anticorps anti-MOG, c'est que ces anticorps anti-MOG produits donc chez les patients ne reconnaissent pas l'isoforme humain de la souris. Donc il y a des modèles murins qui sont en train d'être fabriqués, des souris transgéniques qui expriment l'isoforme humain de la protéine MOG. Donc je pense qu'on saura bientôt ce qu'il en est. Donc pourquoi est-ce qu'on veut finalement faire le diagnostic différentiel de ces pathologies inflammatoires démisantes du système nerveux central? D'abord, il y a un enjeu thérapeutique. Le traitement des maladies à anticorps anti-MOG est différent de celui de la CEP parce qu'on pense que la physiopathologie est distincte, donc on n'utilise pas les mêmes médicaments. Il faut savoir qu'il y a peu d'études randomisées encore, parce que c'est une entité rare, mais qu'il y a des études multicentriques en cours. Il y a donc des guidelines dans la littérature pour le traitement de ces maladies. On distingue le traitement de phase aiguë, qui est essentiellement la cure de solumédrol, avec parfois aussi des plasmaphéreses si le solumédrol n'est pas suffisant. Et après, on donne aux patients un traitement en dose dégressive de prédnisone. Parfois, ça s'arrête là. Parfois, on introduit un traitement à but d'épargne cortisolique, l'Imurec, le Celcept ou le méthotrexate. Et dans un deuxième temps, si ce traitement n'est pas suffisant, on ajoute ou on remplace par un anti-CD20. Donc, comment va se faire le choix finalement d'aller vers une immunosuppression au long cours ou pas? Ça va être sur l'évaluation du risque de récidive. Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de bons facteurs pronostiques. Par exemple, si on reprend l'histoire de notre patiente, il y a eu 20 ans entre les deux poussées. Et entre les deux poussées, elle allait parfaitement bien. On pense, mais ce n'est pas encore prouvé de façon très précise, que la persistance d'auto-anticorps dans le sang après cette phase initiale de traitement de cortisone est un facteur de mauvais pronostic, dans le sens que ça peut-être prédire une prochaine poussée, mais ça reste encore à être étudié de plus près. Il y a aussi un enjeu pronostique, à l'inverse de la sclérose en plaques, où il y a clairement une progression, un aspect neurodégénératif entre les poussées. Ce n'est pas le cas dans les maladies à anti-MOG, et notre patiente le montre bien. Il n'y a pas non plus d'accumulation de lésions asymptomatiques à l'IRM cérébral, ce qui est classique, par exemple, dans la sclérose en plaques. Donc, il n'y a pas non plus lieu de suivre ces patients annuellement avec des IRM cérébrales. Et puis aussi, même s'il existe des formes graves de cette pathologie anti-MOG, globalement, il y a quand même une bien meilleure récupération fonctionnelle des poussées par rapport à la CEP ou la NMO, à anticorps anti-aquaporine 4. Et d'ailleurs, de nouveau, notre patiente le montre très bien, parce qu'elle a très bien récupéré et de la première et de la deuxième poussée, comme on va le voir. Et puis, un meilleur pronostic fonctionnel à long terme. Donc, diagnostiquer cette maladie est important aussi pour pouvoir justement donner un pronostic aux patients. Donc, si on en revient à notre patiente, on lui a diagnostiqué donc une maladie à anticorps anti-MOG récurrente sur la base de la clinique de l'IRM et de la présence dans le sérum d'auto-anticorps dirigés contre la protéine MOG. On pense qu'elle a fait 2 poussées, on intègre cet ADEM dans l'enfance comme un premier épisode de cette maladie, bien qu'évidemment on ne pourra jamais le savoir. On n'a plus de sérum à disposition et à l'époque, ce test n'existait pas. Elle a récupéré complètement de ces 2 poussées. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu atypique, mais justement intéressant parce que ça nous permet d'explorer la présentation clinique en pédiatrie et chez l'adulte. Il y a un intervalle de 20 ans entre ces 2 poussées. Généralement, les poussées sont plus rapprochées, mais des intervalles jusqu'à 40 ans ont été décrits. Est-ce qu'elle va faire une prochaine poussée? On ne sait pas.
On va probablement suivre les taux des anticorps anti-MOG. Pour l'instant, elle reçoit encore une corticothérapie Péros avec un schéma lentement dégressif sur 4 mois. Voilà, donc j'arrive au terme de cette présentation. Les messages clés, peut-être à reprendre avec vous, ce sont que les biomarqueurs maintenant permettent l'identification de nouvelles entités nosologiques en neurologie et ailleurs. Et ces maladies associées aux anticorps anti-MOG ont une présentation clinique hétérogène qui dépend de l'âge. On l'a vu chez notre patiente. La physiopathologie est encore mal comprise, mais il y a beaucoup d'études en cours et beaucoup d'intérêt dans cette nouvelle entité. Et puis, surtout, la discrimination des maladies inflammatoires démyélisantes du système nerveux central est importante. C'est plus qu'une question de taxonomie parce qu'il y a vraiment des conséquences thérapeutiques et pronostiques pour le patient. Et puis, finalement aussi, souligner l'importance d'outils diagnostiques spécifiques et sensibles qui se font dans des laboratoires spécialisés pour avoir suffisamment de casuistique. Par exemple, ici à Genève, on envoie les échantillons aux États-Unis à la Mayo Clinic. Voilà, j'ai terminé la présentation. Je vous remercie pour votre attention. Je profite de remercier aussi le service de neurologie et puis en particulier l'unité de neuroimmunologie et mes collègues.